Bonjour tout le monde, bienvenue à cette troisième capsule vidéo, toujours dans le système urinaire, donc la physiologie du système urinaire. Cette capsule fait directement suite à la capsule 2. Donc, si vous vous souvenez un peu, la dernière fois, on parlait de mécanismes de contrôle d'autorégulation, particulièrement le mécanisme myogénique et tubulo-glomérulaire, donc ce qu'on appelait en fait les mécanismes de régulation intrinsèque. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser davantage, c'est les mécanismes de régulation extrinsèque, donc un contrôle hormonal et nerveux qui, comme j'avais bien insisté la dernière fois, l'objectif était plutôt de contrôler ici, exemple, des problèmes de pression artérielle généralisée dans le corps de la personne, plutôt que d'ajuster le DFG. Et en fait, cette diapo-là résume un petit peu la différence entre les mécanismes de contrôle intrinsèque et extrinsèque. Donc aujourd'hui, évidemment, comme je viens de le mentionner, c'est ce type de mécanisme de contrôle-là qui nous intéresse. Et la première chose que je veux que vous ayez en tête, quand vous voyez ce terme-là, la réponse est d'ordre nerveuse et hormonale. Si vous voyez le terme intrinsèque ou autorégulation, là vous pensez au mécanisme myogénique et tubulo-glomérulaire qu'on a déjà discuté dans la capsule 2. Donc, ici, il faut faire attention. Le premier point, je ne l'aime pas tellement. C'est une phrase qui vient directement de votre manuel qui vous dit que le DFG peut être aussi contrôlé par des processus extrinsèques, ce qui n'est pas faux, mais ça va amener une confusion parce que le contrôle extrinsèque, l'objectif premier, c'est de contrôler la pression artérielle. Donc, en fait, on ne va pas ajuster le DFG, on va même souvent rempirer le problème. Si vous voulez contrôler le DFG, c'est là qu'on va en autorégulation intrinsèque. Si vous voulez régler des problèmes à l'extérieur du rein, donc extérieur extrinsèque, c'est là qu'on a une réponse généralisée hormonale ou nerveuse. Donc, ce qui est bien important de comprendre ici au deuxième point. C'est évident. En fait, le premier point, moi, c'est plus le troisième point ici qui m'intéresse. C'est donc évident qu'en modifiant la pression artérielle dans le corps de la personne, qu'on va avoir un impact sur le DFG. Ça, c'est clair. Donc, si vous avez une réponse nerveuse et hormonale qui affecte la pression artérielle à la hausse ou à la baisse, bien évidemment, par le fait même, ça va faire en sorte que le DFG peut augmenter ou baisser. Donc, c'est sûr que les deux sont reliés. Hein, les deux éléments ici, pression et DFG, je vous dirais qu'il y a un impact entre les deux. Donc, évidemment, si j'augmente la pression artérielle, on a déjà discuté de cette idée-là, si j'augmente la pression artérielle, ben, il y a plus de sang qui va arriver plus rapidement au néphron. Donc, on augmente le DFG, pression faible, DFG plus faible. Mais, comme je le disais, cette réponse nerveuse hormonale, bien qu'elle va contrôler les effets de la pression artérielle, on va avoir un impact sur le DFG, mais on ne réglera pas les problèmes de DFG quand on est en extrinsèque. Donc, première réponse, dans la réponse nerveuse et la réponse hormonale. Donc, la réponse nerveuse est contrôlée par le système nerveux sympathique. Ceux qui se souviennent un peu de leur système nerveux, on se souvient que le système nerveux autonome sympathique, c'est une réponse souvent en situation de stress, exemple, ou d'activité physique, etc. Donc, généralement, la régulation nerveuse dans le contrôle extrinsèque va faire en sorte qu'on va amener une réponse rapide et efficace dans une situation qu'on considère comme urgente ou problématique. Donc, cette réponse-là va agir directement sur l'artériole afférente, donc l'artériole qui va alimenter le glomérule, comme on a déjà vu. Et généralement, cette réponse-là va amener une vasoconstriction de l'artériole afférente. Donc, on va fermer l'artériole le plus possible, on va limiter l'arrivée sanguine et on va bien sûr diminuer le DFG. Le deuxième effet, c'est le contrôle des mésangiocytes. Donc, on va favoriser une contraction des mésangiocytes pour ajuster la surface de la membrane de filtration. Un concept qu'on avait déjà étudié dans la capsule 1. Et en plus, on va stimuler les cellules granulaires qui sont présentes dans l'artériole afférente à libérer de la rénine. Donc, une enzyme qui va permettre d'activer une hormone, l'angiotensine 2, que vous avez déjà étudié en détail dans le système cardiovasculaire. Ce genre de réponse va être utilisé vraiment en situation d'urgence. Donc, généralement, un exercice physique très intense, dans une situation qui amène, exemple, une déshydratation sévère chez le sportif, ou encore dans un cas d'hémorragie. Pour tout illustrer ce texte-là, ou ce qui est écrit dans votre manuel, j'ai fait un petit schéma qui synthétise pas mal la réponse. Donc, hémorragie, perte de liquide, exercice intense
Vous ne le voyez peut-être pas, mais c'est un peu ce que je viens de dire. C'est donc une perte. Donc, on diminue la quantité d'eau dans le corps. Exemple, sueur extrême puis une mauvaise hydratation de la personne. Donc, ne boit pas assez d'eau, exemple, pendant, je sais pas, un match de tennis à 40 degrés Celsius. Donc, déshydratation relativement sévère, ce qui fait en sorte que la diminution de volume ou l'hémorragie amène une diminution de pression artérielle. Donc, c'est toujours la relation qu'on a en cardio. Volume dans les artères plus faible, pression artérielle plus faible. Cette situation-là enclenche aussitôt la réponse nerveuse, donc le système nerveux autonome sympathique, et les trois principaux effets. Okay? Donc, l'effet que vous aviez vu en cardio, je passe plus vite parce que c'est du connu, là. Donc, on va favoriser une vasoconstriction généralisée des artères, ce qui va augmenter la pression. Évidemment, on avait déjà vu que si on diminue le diamètre d'une artère, le sang va pousser un peu plus fort sur les parois, donc on augmente la pression. C'est toujours vrai, il n'y a rien de nouveau. La seule chose, c'est que maintenant, dans un contexte de système urinaire, on va focusser plus sur la vasoconstriction de l'artériole afférente. Ça ne veut pas dire que les autres artères du corps ne sont pas contractées, c'est un effet généralisé dans le corps, mais ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, c'est l'effet de la vasoconstriction sur l'artériole afférente. Moins de sang qui rentre dans le glomérule, donc moins de sang filtré, diminue le débit de filtration glomérulaire et évidemment, on diminue la diurèse, c'est-à-dire la production d'urine. Donc, si j'ai une moins grande perte d'eau dans l'urine, ça veut dire que je conserve mes liquides, on augmente le volume sanguin, et si j'augmente le volume sanguin, on contribue à augmenter la pression artérielle. Donc, c'est toujours le problème de départ versus la solution, c'est une rétroinhibition, puisque pression artérielle trop faible, j'arrive à une réponse où la pression artérielle est plus forte. Ça, c'est un effet. Mais la réponse nerveuse est également capable d'amener l'activation, comme on le disait un petit peu à la dernière diapo, de la rénine et surtout donc une enzyme, une cascade de réactions qui se faisait et qui va amener la formation d'une hormone qu'on appelait l'angiotensine 2. Ça aussi, vous l'avez étudié en détail, cette voie-là, dans le système cardio. Donc, sans revenir en détail à toutes les étapes de création de l'angiotensine 2, souvenez-vous que elle avait principalement deux effets, mais un de ces deux effets, c'était une vasoconstriction. En fait, on vient vraiment renforcer la réponse nerveuse. Donc, on fait attention ici. Je vous disais que c'est une réponse nerveuse, et là, on parle d'hormone. Effectivement, ici, c'est une hormone, mais qui renforce la réponse nerveuse. C'est pourquoi on va la considérer comme une réponse nerveuse. Et l'angiotensine 2, dans ce cas-ci, fait exactement la même chose. Une vasoconstriction généralisée dans le corps de toutes les artères, mais ce qui nous intéresse, la vasoconstriction de l'artériole afférente et les effets que j'ai décrits précédemment, sont toujours là. Maintenant, on va faire un petit lien avec la capsule 1 que j'ai déjà présentée. La surface de filtration peut s'ajuster grâce aux cellules mésangiocytes. Donc, souvenez-vous, c'était des cellules un peu particulières qui ont une capacité de contraction, un petit peu comme les myocytes, les cellules musculaires. Et ce qui se passe, en fait, c'est que la réponse nerveuse va automatiquement stimuler les mésangiocytes, et dans ce cas-ci, on va favoriser une contraction. Donc, si on contracte les mésangiocytes, elles vont diminuer de taille, donc c'est plus une révision ici, et en diminuant de taille, évidemment, elle se contracte, on diminue de taille, et on diminue la surface de filtration. Donc, si la surface de filtration est plus faible, exemple, une petite surface en situation A versus une grande surface en situation B. Bien évidemment, si je suis dans la situation A, j'ai moins de sang qui est filtré, diminue la quantité de sang filtré, donc on diminue le DFG, et on vient exactement au même effet que tantôt. C'est simplement une autre voie qui vient amplifier cette réponse-là, donc diminue la diurèse, augmente la pression artérielle de façon générale. Ce qu'il faut faire très attention, c'est ce que je disais dans la dernière capsule et même en introduction tantôt, c'est extrinsèque. Donc, évidemment, le but, c'est de contrôler la pression artérielle. Elle est trop faible, on la remonte. Mais si on fait un exercice de révision avec la capsule 2, puis là, je vous disais que c'était de l'autorégulation, mais la différence, c'est que le rein, lui, il va faire en sorte qu'on veut augmenter le DFG. Donc, regardez bien ici ce qui se passe. Si la pression artérielle est plus faible, il y a moins de sang qui rentre dans le rein, dans le néphron. Donc, le DFG diminue. En autorégulation, le rein n'aime pas ça. Donc, c'est là qu'on avait étudié le mécanisme tubulo-glomérulaire ou myogénique. Lui, ce qu'il voudrait faire, c'est remonter le DFG. Et la réponse des deux mécanismes que je viens de mentionner serait en fait le contraire. On ferait une vasodilatation de l'artériole afférente pour remonter le niveau de filtration et augmenter le DFG.
Sauf que là, c'est une situation d'urgence. Donc, dans ce cas-ci, on ne fera pas l'autorégulation et c'est pour ça qu'on a un effet inverse. Et c'est ça qui vous mélange souvent parce que vous ne savez plus est-ce qu'on baisse ou on augmente le DFG. Donc, je reviens toujours au même truc que je vous ai déjà donné. Si c'est un problème d'autorégulation puis on veut contrôler le DFG de façon locale, bien sûr qu'on veut contrôler la diurèse, mais dans ce cas-ci, c'est les hormones donc, ou la réponse nerveuse, donc une réponse généralisée. On s'en fout un petit peu du DFG, on s'en fout du rein, c'est une réponse dans l'ensemble du corps. Donc, dans ce cas-ci, on veut vraiment baisser le DFG parce que l'urgence, c'est de rétablir la pression artérielle. Oui, ça a un impact sur l'urine, sur la formation d'urine, pardon, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas pour réguler. Au contraire, on va dans le sens inverse. On remplit la situation d'un point de vue urinaire, mais on va la régler d'un point de vue cardiovasculaire. C'est donc deux types de réponses complètement différentes. Comme on vient de le voir la dernière diapo, on a parlé beaucoup de la réponse nerveuse au niveau du contrôle extrinsèque. Pour renforcer la réponse nerveuse, alors vous savez maintenant qu'une réponse nerveuse, c'est rapide et ça ne dure pas tellement longtemps en termes de durée. Donc, c'est comme une première étape. Mais pour renforcer cette réponse nerveuse, on a aussi un contrôle hormonal. C'est un peu plus long pour enclencher la réponse, évidemment, mais l'effet va durer un peu plus longtemps. Donc, pour venir renforcer la réponse qu'on a vue précédemment, on a deux hormones que vous connaissez bien maintenant, l'angiotensine 2 et la FNA. Deux hormones qui ont été beaucoup étudiées dans le système cardiovasculaire que vous connaissez. C'est exactement les mêmes effets avec quelques nuances qu'on va apporter pour le niveau, au niveau du système urinaire. Donc, dans ce cas-ci, si je reprends la voie rénine angiotensine, donc le concept, c'est de faire l'angiotensine 2. C'est une figure que vous avez déjà étudiée, je ne vais pas la réexpliquer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important pour l'examen, ça veut simplement dire que vous devez la revoir, mais c'est une révision. Donc, en gros, très rapidement, vous vous souvenez qu'ici, c'est les étapes de fabrication pour arriver à une hormone fonctionnelle. Donc, vous aviez vu dans un cas, exemple, que la pression artérielle est plus faible. Donc, la situation de tantôt, c'était quoi? Un exercice intense ou encore une hémorragie. Donc, même chose. Pression artérielle plus faible. Toutes ces étapes-là qui vont s'enclencher, que je vous ai déjà expliqué précédemment, qui amènent l'angiotensine 2, qui va à son tour avoir deux effets. Le premier ici, pour stimuler les glandes surrénales, qui fait une hormone aldostérone, réabsorbe le sodium et l'eau pour, évidemment, contribuer à augmenter le volume sanguin et la pression artérielle. Et comme on l'a déjà rappelé la dernière diapositive, l'angiotensine 2 a une capacité de vasoconstricter les artérioles, donc ça vous le savez, les artères artérielles dans l'ensemble du corps, mais plus particulièrement l'artériole afférente. Et ce qu'on a vu dernièrement avec la réponse nerveuse, c'est la même chose. Si je fais une vasoconstriction de l'artériole, je diminue le DFG, je conserve, évidemment, c'est l'artériole afférente dans ce cas-ci, donc diminue le DFG, conserve les liquides, ce qui contribue à renforcer aussi la pression artérielle. Okay? Donc, je passe extrêmement rapidement, c'est les choses que vous avez déjà étudiées. Dans la situation inverse, donc si la pression artérielle est trop forte et qu'on veut diminuer, donc la réponse est de diminuer la pression artérielle. Dans ce cas-ci, on va faire une hormone qui a un effet inverse. Donc, une autre hormone que vous connaissez bien. Ce que vous aviez déjà étudié en cardio, c'est que lorsqu'on fait de la FNA, qui est relâchée par l'oreillette droite, c'est un puissant vasodilatateur de l'ensemble des artérioles et petites artères du corps. C'est toujours vrai. Donc, en vasodilatant, on diminue la pression artérielle. Mais ici, la nuance que j'apporte, d'un point de vue urinaire, c'est que l'artériole afférente va aussi être vasodilatée. Donc, plus grand diamètre au niveau de l'artère, c'est-à-dire la lumière est plus grande, plus de sang qui rentre dans le glomérule, plus de filtration, donc j'augmente le DFG, ce qui fait qu'on augmente la production d'urine ou la diurèse, c'est la même chose. Et si j'ai une plus grande perte d'urine, en fait, je me suis très mal exprimé, si j'ai une plus grande perte d'eau dans les urines, ben, j'en ai moins qui me reste dans le sang, et moins de liquide dans le sang, ben, ça diminue le volume, diminue la pression artérielle. Ce que vous ne saviez pas, ça c'est nouveau, c'est que la FNA, je ne l'avais pas dit à l'époque, maintenant je le rajoute, donc c'est cette voie-là ici. La FNA, elle est capable aussi de stimuler les mésangiocytes, et en fait, c'est un relaxant musculaire. On va relâcher les mésangiocytes. Donc, c'est exactement l'inverse de tantôt. Si je les relâche, donc j'ai la situation A, petite surface de
la membrane de filtration, ou la situation B, si je relâche, les mésangiocytes donc passent de leur état contracté à relâché. Donc, s'ils sont relâchés, la membrane va avoir une plus grande surface de filtration, ce qui me permet de traiter évidemment une plus grande quantité de liquide ici, une plus grande quantité de sang, ce qui va contribuer également à augmenter le DFG. Alors, dans ce cas-ci, cette diapo, c'est simplement un résumé des 3-4 dernières diapos que je viens de vous présenter. Donc, à la page 1155 de votre manuel, pour la figure 24-17, c'est exactement une comparaison entre la réponse nerveuse et une réponse hormonale au niveau du FNA. Donc, le facteur natriurétique auriculaire, c'est l'équivalent de FNA. Deux situations distinctes. Donc, la première, si j'ai un problème de pression trop faible, donc évidemment, si c'est le cas, je veux arriver à remonter la pression artérielle. Je ne reviens pas en détail avec ce que je viens de vous expliquer. Vous relirez. Les explications que j'ai mentionnées sont bien résumées ici dans le paragraphe. Mais en gros, la voie nerveuse sympathique ici va avoir deux effets. Le premier effet, on va favoriser une vasoconstriction des artérioles afférentes. Je n'ai pas parlé de l'afférente, pour moi c'est moins important, c'est vraiment afférente ici pour contrôler le DFG au niveau du glomérule. Et on contrôle aussi la surface de la membrane de filtration, donc en agissant sur le mésangiocyte. Mais en bout de ligne, si la pression artérielle est trop faible, on veut remonter pendant ce mécanisme extrinsèque la pression artérielle. Donc si je veux remonter la pression artérielle, la question qu'on se demande, c'est toujours deux effets, c'est juste de choisir le bon. Est-ce que j'augmente la production d'urine, donc la diurèse, ou je l'empêche? Si je veux remonter la pression artérielle, bien évidemment, je dois conserver mes liquides, donc on veut diminuer le DFG, soit en agissant directement sur l'artériole afférente, donc on fait une vasoconstriction, donc on va fermer ici, moins de sang qui va être filtré, et aussi on va ajuster, en fait on fait la contraction des mésangiocytes pour diminuer la surface de filtration, ce qui va contribuer aussi à diminuer le DFG, conserve les liquides, augmente la pression. Dans le cas inverse, si la pression artérielle elle est trop forte, on veut la diminuer. Qu'est-ce qu'on fait pour diminuer la pression artérielle? Exactement l'inverse. Donc, dans ce cas-ci, on va favoriser avec l'hormone FNA une vasodilatation de l'artériole et un relâchement des mésangiocytes. Donc, la surface ici va être beaucoup plus grande. Donc, on va traiter une plus grande quantité de sang filtré, ce qui contribue à augmenter le DFG. Puis, en même temps, il y a plus de sang ici qui va rentrer. Donc, on augmente le DFG. Si j'augmente le DFG, j'augmente la diurèse. Donc, une élimination accrue de l'eau dans les urines. Et si je perds plus d'eau dans les urines, il m'en reste moins dans le réseau vasculaire. Donc, ça diminue le volume sanguin, diminue la pression artérielle. À la page 1157 de votre manuel, à la figure 2418C, excellent schéma de révision qui revise à peu près tout ce que je viens de dire sur une seule page, donc c'est excellent. Le problème, comme vous l'avez constaté dans les deux dernières capsules, celle-ci et la dernière, donc capsule 2 et 3, j'ai beaucoup insisté sur le fait de ne pas mêler les mécanismes intrinsèques, extrinsèques, et la confusion pour vous vient en partie de cette image-là et du texte qui le suit, car l'auteur ne distingue pas, comme je l'ai fait avec vous, la différence entre les deux. Ce qui fait qu'il met tout au même niveau, et là, vous arrivez avec des réponses un peu inverses, et là, vous êtes tout mélangé. Donc, ce que j'ai rajouté ici comme information, je sais que ça fait une diapositive un peu lourde, mais c'est vraiment pour distinguer et empêcher cette confusion qui vient de votre manuel. Donc, premièrement, ce qui est écrit en A ici, puis quand on vous parle de maintien du DFG, ce qu'il faut comprendre et qui n'est pas clair, c'est que là, on est en autorégulation en mécanisme intrinsèque. Donc, le réflexe que vous devez acquérir maintenant avec les capsules que je vous ai enseignées, c'est que le mécanisme myogénique tubulo-glomérulaire, c'est ici qu'il va agir. Et c'est ici qu'on agit. Pourquoi? Bien, l'objectif, c'est de contrôler le DFG, peu importe les problèmes cardiovasculaires qu'on pourrait avoir en termes de pression artérielle. Et bien souvent, la réponse d'autorégulation du rein, que ce soit par myogénique ou tubulo-glomérulaire, va empirer la situation d'un point de vue pression artérielle, mais ce n'est pas grave. Dans le cas de B puis C, ici, c'est complètement l'inverse. Ici, on est en mécanisme extrinsèque dans les deux cas, situation où la pression artérielle est faible ou forte. Donc, c'est là qu'on parlait de la réponse nerveuse ou hormonale. Et dans ce cas-ci, l'idée, c'est tant pis pour le DFG, on veut contrôler la pression artérielle.
Et dans ce cas-ci, oui, ça va avoir un impact sur le DFG, mais en fait, on n'arrivera plus à faire l'autorégulation. Donc, le DFG, on n'arrive plus à contrôler. Et ce qui m'intéresse, parce que ça, c'est une question que vous pouvez vous demander, je ne l'ai pas dit clairement, elle était implicite dans mes capsules, mais là, on va résumer tout ça. Pourquoi ici, on maintient, puis si on n'arrive pas à maintenir, je reviens avec cette figure-là que j'avais déjà présentée à la capsule 2. Et je vous avais posé une question que je trouvais intéressante. Je vous disais, regardez ici, le jeu de pression, OK, varie beaucoup. Là, on passe d'une pression, d'un exemple, de 80 pour la pression artérielle moyenne à 160, puis le niveau de DFG reste complètement stable dans la situation A. Le A ici correspond au A ici. Donc, on est dans cette situation-là. Pourquoi l'augmentation de la pression artérielle chez cette personne-là n'affecte pas le DFG? C'est parce qu'on a des mécanismes intrinsèques qui sont assez puissants. Donc, le mécanisme myogénique et tubulo-glomérulaire est assez puissant pour maintenir le DFG. Par contre, on arrive dans la situation aussi où on n'y arrive plus. Là, la production d'urine devient excessive. Oui, c'est vrai, parce que là, la pression artérielle est tellement, je dirais, anormale et grave. Donc, ici, exemple, je monte à plus de 200. Mais dans ce cas-ci, tant pis pour l'autorégulation, le mécanisme est inefficace. Donc, dans ce cas-ci, c'est vraiment la réponse hormonale. On avait vu surtout tantôt la FNA, qui va faire en sorte, peu importe le détail, on avait déjà vu mésangiocytes, vasodilatation, tout ça. Donc, ça, c'est du connu. Mais en gros, pour l'instant, ce que je veux que tu retiennes, c'est qu'on est au niveau de la production d'urine, on augmente. Okay? Donc, la FNA vasodilate, augmente la surface de filtration de la membrane de filtration pour augmenter la production d'urine. Diurèse augmentée, donc évidemment, on augmente le DFG, augmente la diurèse et la perte de liquide fait diminuer la pression artérielle. Parce que là, ici, c'est plus d'ajuster le DFG qui est important, c'est de ramener la pression à un niveau plus normal pour la santé de la personne, parce que ça pourrait conduire à la mort. Situation B, même chose. Ici, on est dans des pressions anormalement faibles. L'urgence, c'est de remonter la pression parce qu'on va perdre la personne. Donc, dans ce cas-ci, tant pis pour l'autorégulation, on va vraiment vouloir maintenir la pression artérielle. Donc, c'est l'autre hormone, donc réponse nerveuse ou angiotensine 2 qui fait en sorte qu'on vasoconstricte l'artériole afférente. On diminue la surface de filtration pour diminuer le DFG, empêcher la production d'urine et conserver le liquide pour augmenter le volume sanguin et la pression artérielle. Par contre, quand je suis dans la situation A, eh bien, c'est quand même bien que la pression artérielle passe de 80 à 120 et elle augmente. On va quand même faire en sorte que, bon, écoute, on peut augmenter davantage la pression artérielle, c'est pas grave. L'idée, notre principal objectif, ici, c'est de contrôler le DFG. Donc, dans ce cas-ci, exemple, si la pression augmente, puis le DFG, je sais pas moi, le DFG, je parle d'un autre exemple qui va être plus clair. Si, exemple, la pression, le DFG diminue, en autorégulation, ce que je veux faire dans la situation A toujours, je vais le remonter. Si je remonte le DFG, je vais faire quoi? Je vais faire en sorte que, exemple, je vais faire une vasodilatation pour avoir plus d'urine qui va entrer et tout ça. Ce n'est peut-être pas une réponse souhaitable, la vasodilatation, pour régler le trouble de pression, mais c'est certainement souhaitable pour régler mon problème de DFG. Donc, ça a l'air bien compliqué tout ça, mais en fait, avec une question simple, on résout tout. La question toujours, est-ce que je contrôle le DFG? Si oui, on est en situation intrinsèque. Pardon, ici. Donc, DFG, situation intrinsèque, on y va avec les deux mécanismes que je vous ai déjà expliqués. Si on va pour la pression artérielle, on s'en vient en extrinsèque. Alors voilà, ça complète la capsule 3. Je vous souhaite une excellente étude. Ne vous gênez pas, si vous avez des questions, toujours par Mio, ça va me faire plaisir de vous répondre. Et bien, bonne étude, puis on se revoit pour une prochaine capsule.